Donc la cyberattaque a eu lieu le 9 mars. Nous prenions la décision de couper Internet et de sécuriser l'ensemble du système d'information. L'hôpital était victime d'une cyberattaque affectant l'activité du site et la prise en charge des patients, comme souvent dans ce type d'attaque. L'hôpital a besoin du numérique pour fonctionner. Leur état d'obsolescence logicielle, la pénurie de personnel, le moyen limité en termes d'investissement expliquent leur exposition à ce risque numérique. Données sensibles, une émission produite par Advance. C'est l'histoire d'un port militaire breton attaqué par des pirates. Nous ne sommes pas au XVIIIe siècle, mais en 2023, à Brest. Et si les assauts ne se font plus par voie maritime, le butin peut s'avérer aussi précieux que dans les coffres des légendes de corsaires. C'est un point très sensible de la ville, son centre hospitalier universitaire, qui est touché le jeudi 9 mars 2023 par une salve numérique d'ampleur. Données sensibles a recueilli les témoignages d'acteurs clés qui étaient sur le pont pendant ces heures enfumées devenues des jours, puis des semaines. Dans la seconde partie de l'émission, nous entendrons l'analyse d'un expert d'Advance qui, du haut de sa vigie, a pu constater le débarquement de ces pirates, l'incendie qu'ils ont déclenché et la solidarité proverbiale des personnels de l'hôpital pour l'éteindre. Des pirates au CHU de Brest, c'est le deuxième épisode de Données sensibles. Un hôpital est apparemment tout sauf une forteresse. C'est même un lieu ouvert par excellence. C'est cependant aussi le gardien d'informations ultra sensibles sur des milliers de patients précieusement stockés dans un coffre-fort qu'on appelle le secret médical. Dans le Finistère, le CHU de Brest tient une place hautement stratégique. Il est établissement de recours pour de nombreuses spécialités et c'est ici que l'on régule les appels passés au SAMU pour tout le département. Le contexte en ce début 2023 est marqué par de récentes et retentissantes cyberattaques dont ont notamment fait l'objet les hôpitaux de Versailles et de Corbeil-Essonnes quelques mois auparavant. Des événements qui sont évidemment à l'esprit des équipes brestoises et de la direction des systèmes d'information qui sont sans doute un peu plus qu'à l'accoutumée en posture d'alerte. On ne s'attendait pas à être nous-mêmes touchés tout de suite suite à ces attaques. Le fait qu'il y ait eu ces deux grosses attaques précédemment, c'est surtout que le corps médical s'est adapté plus vite au contexte de crise. Jean-Sylvain Chavannes, responsable de la sécurité des systèmes d'information au CHU de Brest. Lorsqu'il y a une menace ou lorsqu'il y a une attaque qui touche un établissement de santé, grosso modo, nous sommes prévenus assez rapidement de la typologie de l'attaque, de la méthodologie de l'attaque, ce qui nous permet à nous d'adopter une posture de défense un peu plus proactive au sein de l'écosystème. Le CHU peut compter sur des professionnels aguerris qui ont d'ailleurs pu mettre à l'épreuve leur sang-froid et leur adaptabilité quelques mois plus tôt, en septembre 2022. Une panne électrique accidentelle avait alors coupé tous les systèmes informatiques et isolé soudainement l'hôpital du monde. Un crash test involontaire riche d'enseignements qui se sont avérés très utiles au moment de la cyberattaque. C'est presque si on avait fait en temps réel un exercice, un peu forcé certes. Laurence Julien Flagel, coordonnateur général des soins. Mais donc évidemment, on y a tiré beaucoup d'enseignements et ça nous a été extrêmement aidant au moment de la cyberattaque. L'aspect gestion de crise, je le connaissais. L'aspect gestion de crise dans un établissement hospitalier, je ne le connaissais pas. Et je l'ai découvert à ce moment-là. Jeudi 9 mars 2023, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, émet une alerte faisant état de connexion frauduleuse sur le système d'information. L'information circule aussitôt au sein de l'état-major de l'hôpital et un outil de communication de crise par visioconférence est activé. Il faut valider au plus vite la proposition qui est faite de déconnecter le CHU d'Internet. Les investigations débutent dans la nuit et révèlent que les attaquants ont bien réussi à pénétrer dans le système. J'ai été prévenu avant qu'il y ait un impact réel sur notre système d'information. Ceci étant, j'ai quand même été prévenu au moment où ils étaient déjà dans le système d'information. Ils ont juste pas eu le temps d'appuyer sur le bouton rouge pour faire que tout était chiffré. Le seul moyen de lui couper l'herbe sous le pied, c'est de couper la connexion Internet. Un hôpital ne dort jamais. La relève de 6h45 doit être informée, alors le RSSI reste sur le pont.
De longues journées s'annoncent pour lui. Et puis on a pris la décision à 1h du matin de dire que c'était une cyberattaque, puisqu'on avait tous les éléments en notre possession pour dire c'est une cyberattaque, il y a eu une intrusion frauduleuse, il y a eu une usurpation d'identité d'un professionnel de santé, donc c'est une cyberattaque et il faut probablement envisager des modes dégradés pendant les 2 prochaines semaines. Dans la nuit, on a commencé à communiquer en tant que cyberattaque. 2 heures après l'alerte initiale, tous les services critiques de l'hôpital, SAMU, urgences, laboratoire de biologie, imagerie médicale, sont au courant de la situation. Une cellule de crise est mise en place. Elle rassemble la direction générale, le président de la commission médicale d'établissement, qui représente tous les médecins, et la direction des soins. Très vite, on voit qu'il va falloir mettre en place un miroir de cette cellule de crise institutionnelle, qui est ce qu'on a appelé, nous, une cellule de crise opérationnelle. En fait, ça, c'était vraiment très technique et on voit qu'on a eu, ça a été extrêmement aidant parce qu'on a fait énormément d'allers-retours entre nos 2 cellules de crise. Je pense que sur les 2-3 premières journées, on a dû faire toutes les heures, on faisait des points. Les membres de la cellule de crise, en tout cas le noyau dur de la cellule de crise, on se connaît très bien, on a traversé beaucoup de crises ensemble. Donc on sait comment on réagit, donc ça c'est extrêmement rassurant. Les chefs de service remontent à la cellule de crise les répercussions immédiates de la coupure pour envisager des modes de travail alternatifs, ainsi que le temps estimé de fonctionnement en circuit fermé. Cela concerne notamment et immédiatement les approvisionnements en principes actifs pour la pharmacie ou en alimentation pour la préparation des repas. La cellule de crise fait tampon, ce qui permet à la direction des systèmes d'information d'être isolée des pressions et de travailler sereinement. C'est elle qui choisit la priorisation des remédiations de façon collégiale, ce qui permet de faire accepter ses choix à des personnels tous impactés et tous impatients de retrouver leur fonctionnement normal. À l'époque, je pensais qu'on ne pouvait pas anticiper toutes les répercussions que pourrait avoir une coupure d'Internet. Les services les plus impératifs à conserver sont ceux de l'identitovigilance, qui permet de sécuriser toute la prise en charge hospitalière. Alors l'identitovigilance, c'est primordial dans un hôpital. Il s'agit d'un système informatique qui permet de tracer tout le parcours du patient et de rattacher à ce même patient des résultats de biologie, de scanner, des comptes rendus de consultation. Ça, c'est la pierre angulaire, que ce soit des admissions non programmées ou programmées. Ça durant la cyberattaque, mais aussi quand on va réouvrir les flux. La déconnexion de l'hôpital a d'innombrables répercussions. La plupart pouvaient être anticipées, mais quelques surprises émergent cependant. Par exemple, le suivi des pompes à insuline connectées chez les patients doit être repris via des clés 4G. Les logiciels du SAMU travaillent avec des fonds de cartes et soudain, les ambulances deviennent des points se déplaçant sur des fonds gris. La circulation des brancardiers à l'intérieur de l'hôpital est également régulée par une solution connectée afin d'optimiser les parcours. Ceux-ci doivent désormais multiplier les kilomètres et repasser après chaque trajet au poste de commandement. Les réunions de concertation pluridisciplinaires qui permettent de trancher sur des cas spécifiques se déroulaient par Teams. Il a fallu les réinventer. Et puis, on a eu aussi des arbitrages à prendre sur des petites niches où, en première lecture, nous, on se serait dit que voilà, on n'aurait pas pris cet arbitrage-là. Je prends exemple sur la télésurveillance sur des patients en insuffisance cardiaque à domicile. On s'est dit que si on réouvrait pas très vite ce flux-là, on allait perdre, en tout cas, la surveillance de ces patients-là, et ça, c'était pas possible. Des alternatives au tout Internet sont trouvées ou inventées au cas par cas. Une cellule de sortie des patients est également mise en place pour faire le lien avec les services d'aval qui prennent le relais une fois l'hospitalisation terminée. C'est le grand retour des graveurs de CD et, plus anachronique encore, du fax. Mais où trouver des fax en France en 2023 ? On a trouvé un dans un grenier, on en a trouvé un autre dans un établissement en direction commune. Brest Métropole en a trouvé un aussi, parce qu'on avait sollicité toutes les entreprises pour trouver des fax. De façon générale, il faut refaire toute la cartographie du parcours patient pour combler les trous. Évidemment, la prise de rendez-vous en ligne n'est pas possible, la consultation des résultats des examens non plus. La cellule aux commandes choisit de ne pas recourir au plan blanc qui permet de faire revenir du personnel en cas de situation critique. Les protocoles mis en place au moment de la panne électrique ont démontré leur robustesse et les solutions passent parfois par des ressources humaines pour enregistrer manuellement des prélèvements au laboratoire par exemple, ou pour déplacer certains patients vers d'autres centres de soins en ambulance. L'enjeu de la communication, que ce soit en direction du personnel ou du public,
est primordial. Le RSSI devient le porte-voix de la cellule de crise auprès de tous les agents. Il faut calmer les ardeurs sur la reprise et garantir le même niveau d'information pour tous. Et on a pris le parti, en tout cas, de communiquer très très régulièrement, à peu près toutes les 4 heures, via notre page intranet de l'établissement. Il faut communiquer auprès du public par le biais de l'affichage de la presse et des réseaux sociaux. L'enjeu est de répondre à la frustration liée au temps d'attente et d'expliquer que l'hôpital continue de fonctionner pour que personne ne renonce à consulter. Par ailleurs, des ambassadeurs sont nommés parmi les personnels dont l'activité est à l'arrêt pour aller en binôme auprès de chaque service et sur chaque site, diffuser de l'information. Le personnel de soins est connu pour sa solidarité et son sens du devoir, des qualités mises à l'épreuve par cet incident. En situation de crise, les soignants sont toujours extrêmement solidaires et ils font preuve d'une agilité et d'une résilience assez exceptionnelle. Et c'est ce qui s'est passé évidemment quand on a été cyberattaqué. Advance, qui supervise les systèmes d'information, met à disposition de l'hôpital des ressources pour analyser les traces de l'attaque et les mettre en parallèle d'autres incidents, ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. Le risque le plus important, c'est une attaque systémique sur plusieurs établissements de santé où des pirates décideraient délibérément de s'en prendre à des institutions aussi sensibles que des hôpitaux. Pendant ce temps, la remédiation se poursuit pas à pas. On ne rouvrait sur Internet que des systèmes d'information qui étaient sûrs et de confiance. On ne se permettait pas de reprendre un risque. Le CHU de Brest avait décidé de rehausser son niveau de sécurité de façon échelonnée et en accompagnant les personnels durant les 3 prochaines années. La mise à niveau s'est finalement faite en 6 mois. C'est-à-dire que la crise a duré 1 mois, mais qu'il y a eu des répercussions qui ont duré bien plus longtemps après. Cette crise a permis à l'hôpital de faire un bond en matière de sécurité en mobilisant tout le monde. Un niveau élevé qu'il s'agit désormais de maintenir. On n'a pas encore réouvert complètement tous nos flux, il reste que quelques flux encore à ouvrir. Maintenant, le point de vigilance, c'est de le garder, de ne pas baisser. On touche quand même quelque chose qui est pas trop mal, mais il faut le garder. Ça, c'est un petit trésor qu'il faut réussir à garder, et pour ça, je souhaite pas qu'on ait des cyberattaques tous les ans pour pouvoir continuer à faire ça. Voilà. Le point de départ de l'attaque est finalement découvert. Un infostealer, un malware ou logiciel malveillant qui, une fois installé sur un ordinateur, en explore les systèmes à la recherche de données personnelles. Les médecins pouvaient se connecter à distance avec leur ordinateur personnel sur le système d'information du CHU et l'un d'eux s'est ainsi fait voler ses identifiants et mots de passe. Et je tiens à préciser que le mot de passe était fort et n'avait pas été changé il y a moins de 3 mois. Donc voilà, c'était pas quelque chose de trivial, c'était pas... Non, c'est l'infostealer. Que ce soit un mot de passe très 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 long ou très très court, de toute façon il y a accès à travers soit le clavier ou soit d'autres procédures. Et donc dans ce cas-là, une fois qu'il est volé, il est volé. Un an après l'attaque, le contexte reste tendu. Chaque semaine voit son lot de cyberattaques arriver dans les colonnes des journaux. On sait que les services de l'État et les établissements sensibles tels que les hôpitaux restent des cibles privilégiées pour les pirates. 2024, année olympique, braque les projecteurs sur la France, qui plus que jamais est une cible de choix pour les flibustiers du web. Par rapport à ça, on a une extrême vigilance, c'est-à-dire qu'on sait que on a eu des campagnes où des robots ont testé des logins mots de passe sur nos interfaces de manière assez automatique pour détecter d'éventuelles vulnérabilités. Nous, on a eu la chance de moins être touché que certains collègues, puisqu'on n'a pas eu d'exfiltration de données, on n'a pas eu de rançongiciel déployé, c'est-à-dire que la complexité de notre attaque, c'était de dire qu'on a détecté l'attaquant, mais que par contre tout fonctionnait en interne en vase clos. Il faut que les établissements de santé s'entraînent parce qu'il faut avoir un certain nombre de roadmaps, des procédures déjà qui se déroulent pour qu'on soit très vite réactif puisqu'on a quand même une mission d'offre de soins à maintenir. Ce d'autant quand on est un établissement comme le nôtre, on est un CHU, donc on est établissement de recours sur certaines spécialités, donc on se doit de toute façon de trouver des solutions et de proposer l'offre de soins pour l'ensemble de la population. Pour revenir sur cette affaire, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Éric Arnoux, expert en cybersécurité au sein du Centre opérationnel de sécurité d'Advance.
Alors Eric, je l'ai dit, vous travaillez pour le SOC d'Advance, le Security Operations Center. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le SOC, donc le Security Operations Center, c'est le lieu dans lequel on vient collecter l'ensemble des alertes et l'ensemble des incidents de sécurité de nos clients. Donc on a un système, un moteur de détection qui nous permet de collecter et de corréler l'ensemble de ces alertes. Ça donne lieu à un incident de sécurité. Et ensuite, on a une équipe d'analyse de sécurité qui vient de qualifier ces incidents de sécurité, les traiter, donc on appelle ça des faux positifs ou des vrais positifs, et ensuite prévenir les clients qui sont ciblés par cette attaque de l'attaque en cours, et venir les accompagner dans toute la partie remédiation et résolution de l'incident de sécurité. D'accord, j'ai intitulé cet épisode « Des pirates au CHU de Brest ». Vous êtes en quelque sorte à la vigie. C'est ça, on est la tour de contrôle, la tour de contrôle des incidents de sécurité du CHU Brest et effectivement d'autres clients. Ça implique donc pour vous d'être mobilisable 365 jours par an et de jour comme de nuit. Alors oui, de toute façon aujourd'hui ce qu'on constate c'est que la grande majorité des attaques sérieuses, des attaques sévères, se produisent pour des raisons évidentes de nuit ou le week-end. C'est évidemment le moment où il y a le moins de personnes mobilisables chez nos clients ou de manière générale dans les SOC. Donc c'est quelque chose auquel on est préparé. Donc nos dispositifs sont des dispositifs qui sont des dispositifs de sécurité opérationnelle 24/7. Donc tout est organisé autour de ce fonctionnement en 24/7 pour nos clients. Donc ça implique un investissement personnel qui va bien au-delà du simple devoir professionnel, j'imagine ? Alors c'est un aspect, c'est un aspect du job sur lequel il faut travailler un petit peu sur la résilience. Donc en fait, on a nos analystes travaillent en 24/7. Les managers sont escaladés sur les gros soucis. Donc on sait qu'effectivement, on peut être mobilisé très rapidement et sur les gros incidents. Moi, lors de l'attaque du CHU Brest, j'étais en train de fêter l'anniversaire de ma fille de 2 ans. Donc, on prend l'appel et puis on y va. Et le fait que ça impacte ici un hôpital, est-ce que ça active un voyant un peu plus rouge que d'habitude pour vous, ou est-ce que c'est les mêmes indicateurs que pour tous les autres organismes ? Alors, nous, on est organisé pour traiter globalement tous les incidents de sécurité avec avec le même professionnalisme et la même rigueur. C'est vrai que de manière indirecte, post-Covid, etc., il y a quelque chose qui se dégage sur les établissements de santé. On en voit quand même régulièrement passer dans l'actualité. Donc il y a un petit sentiment derrière qui est peut-être légèrement différent. En revanche, c'est sûr qu'on doit de toute façon traiter l'ensemble de nos incidents avec le même process. Donc vous, en tant que SOC, une fois que vous avez transmis l'information au CERT qui part donc sur le terrain, vous vous remettez devant votre radar et vous continuez à surveiller les ondes ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que oui, effectivement, en fait, on va continuer à suivre le flow d'alerting classique, et par contre, on fait des choses supplémentaires. C'est-à-dire que la première chose qu'on vient faire, c'est qu'on vient se mettre en support du CERT. Donc, c'est toujours le CERT qui gère la cellule de crise une fois qu'elle est déclenchée. Le SOC peut faire la partie tampon, la partie intermédiaire entre le début de l'incident de sécurité grave et l'arrivée du CERT. Mais une fois que le CERT arrive, effectivement, on se met en support de la cellule de crise. Ça signifie surtout qu'on va venir faire des contrôles complémentaires sur la période en cours de l'incident, si on est en mesure de le faire, et on va effectuer également des analyses sur ce qui s'est passé plus en amont dans le temps, soit de nos propres chefs, soit sur la demande du CERT. Et est-ce que à ce moment-là, vous êtes en lien avec les services de police ? Alors, c'est le CERT qui prend effectivement toute la partie légale. Ça suit des process bien spécifiques. En plus, dans la santé, il y a il y a un process bien particulier dans la santé qu'on doit suivre. Une partie qui doit être déclenchée par le CERT et aussi une partie qui doit être déclenchée par l'établissement de santé. On comprend dans le récit que dans ce cas précis, vous avez été informé en quelque sorte avant l'attaque et que ça vous a permis un peu de circonscrire les dégâts ou les attaquants. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ?
Alors là, je laisse plutôt le commanditaire répondre à cette question-là. Mais effectivement, l'attaque a été prise assez en amont. L'origine de l'attaque serait un infostealer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Il y en a beaucoup qui circulent en ce moment. C'est pas quelque chose de très ancien à l'échelle de la cybersécurité, hein, qui est voilà. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, dans tout ce qui est SOC, on en détecte effectivement pas mal. Et c'est un des vecteurs d'intrusion qui est commun, effectivement. Et est-ce qu'une fois qu'un organisme a été ciblé, vous gardez un œil particulier dessus, vous restez vigilant sur ce client en particulier ? Alors non seulement sur eux, mais aussi, faut voir que si on prend le cas d'un établissement de santé, il est en lien direct ou indirect avec de nombreux autres établissements de santé. Les parois sont plus ou moins fortes, donc on effectue aussi un travail autour du périmètre de cet établissement. Donc oui, on renforce la supervision sur le client en question et aussi sur son entourage. Enfin, Eric, on voit de plus en plus dans la presse des cas de cyberattaque. Est-ce que le niveau de sécurité est à son plus haut niveau actuellement ? Vous sentez la menace très présente en ce moment ? Oui, c'est sûr qu'on le voit. Le secteur de la santé en plus est touché et fortement en visibilité, donc ça se sent de plus en plus. On a demain les JO qui arrivent, qui vont être un terrain de jeu formidable pour attaquants et défenseurs. Donc oui, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on va continuer à ressentir, je pense, dans les mois et années qui arrivent, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup, Eric Arnoux. Merci à vous. C'était Données Sensibles, épisode 2, des pirates au CHU de Brest. Dans le prochain épisode, nous recevrons de grandes voix de la cybersécurité pour dresser l'état de la menace en cette année olympique. À bientôt dans Données Sensibles.